Je n'ai jamais cru au Bigfoot jusqu'à ce que j'en trouve un qui vivait dans les tunnels de métro abandonnés sous Cincinnati, dans l'Ohio. Et ce qui s'est passé après cette découverte s'est transformé en la semaine la plus terrifiante de ma vie, prouvant qu'il vaut mieux ne pas déranger certaines créatures dans l'obscurité où elles ont appris à survivre. Laissez-moi vous raconter cette histoire depuis le début, car chaque détail a son importance. C'était en septembre 1998 et j'avais 50 ans. Je travaillais comme inspecteur des tunnels pour le département des transports de Cincinnati. Je m'appelle Harold Jennings. Et depuis 22 ans, mon travail consistait à m'aventurer dans les espaces souterrains oubliés de la ville, ces tunnels de métro abandonnés dont la plupart des gens ignoraient même l'existence. Cincinnati a un secret que peu de gens en dehors de la ville connaissent. Nous avons plus de 3 kilomètres de tunnels de métro abandonnés, construits dans les années 1920, mais jamais achevés. Le projet a manqué de fonds pendant la Grande Dépression, et les tunnels sont restés là, vides et oubliés, se détériorant lentement sous les rues. Mon travail consistait à inspecter régulièrement ces tunnels, à vérifier les infiltrations d'eau, les fuites de gaz, les problèmes structurels et les infestations de nuisibles. Ce n'était pas un travail prestigieux, mais c'était bien payé, et j'aimais la solitude. J'étais descendu dans ces tunnels des centaines de fois au fil des ans. Je connaissais chaque recoin, chaque quai de station, chaque puits et point d'accès. J'avais vu des rats de la taille de chat, fait face à des moisissures toxiques, naviguer dans de l'eau jusqu'aux genoux lors des crues de la rivière Ohio, et documenter d'innombrables fissures dans le béton qui menaçaient de faire s'effondrer les rues au-dessus. Je pensais avoir tout vu de ce que ces tunnels avaient à offrir. J'avais tort. Les ennuis ont commencé le mardi 15 septembre 1998. Je me souviens de la date parce que c'était le lendemain du 25e anniversaire de ma fille Michelle. J'avais passé le lundi soir dans son appartement à Clifton à fêter ça avec un gâteau, la regardant souffler ses bougies et annoncer à son père qu'elle venait d'être promue directrice adjointe de la librairie où elle travaillait. J'étais fier d'elle. Fier qu'elle se soit construit une belle vie après le divorce de sa mère et moi, 8 ans plus tôt. Ce mardi matin-là, je me suis présenté au bureau du doté en centre-ville à 6 heures, comme toujours. Mon superviseur, un homme corpulent nommé Carl Rodriguez, m'a tendu ma feuille de mission et ma plaquette d'inspection. « J'ai une mission prioritaire pour toi aujourd'hui, Harold », a dit Carl en sirotant son café dans un mug de baseball des Reds. On a reçu des plaintes de résidents de Ray Street concernant des bruits étranges venant du sous-sol. Des grondements, des coups, ce genre de choses. Ça pourrait être des problèmes structurels ou des sans-abri qui campent à nouveau là-dedans. Quoi qu'il en soit, la ville veut qu'on vérifie. « Quelle section ?» ai-je demandé en parcourant les papiers. « La section 7, près de l'ancienne station Brighton. Tu connais le coin ?» J'ai hoché la tête. La section 7 était l'une des parties les plus profondes du réseau de tunnels. À environ 18 mètres sous le niveau de la rue, la station Brighton avait été l'un des arrêts prévus sur la ligne de métro qui n'a jamais vu le jour. Elle avait encore son quai d'origine avec son carrelage en céramique et ses bancs en fer, maintenant couverts de rouille et de graffitis laissés par les explorateurs urbains qui parvenaient parfois à s'y faufiler. « Ouais, je connais. Ça fait environ 3 mois que je ne suis pas allé par là. La dernière fois, il y avait une infiltration d'eau provenant d'un égout pluvial, mais rien de grave. Eh bien, vérifie ça à fond, a dit Carl. Les plaintes arrivent depuis 2 semaines, surtout la nuit, entre 22h et 2h du matin. Les gens sont inquiets. J'ai rassemblé mon équipement. Lampe de poche de secours, détecteur de gaz, masque respiratoire, casque de chantier, corde, trousse de premier secours, appareil photo et mes formulaires d'inspection. J'ai aussi pris ma gamelle, qui contenait 2 sandwichs au jambon que ma voisine, Madame Chen, m'avait préparés, un thermos de café et un paquet de chips. Je m'attendais à y passer la majeure partie de la journée. Le point d'accès à la section 7 se faisait par un portail verrouillé sur Central Parkway,
cachée derrière une barrière de chantier qui était là depuis si longtemps qu'elle faisait partie du paysage urbain. Plus personne n'y prêtait attention. J'ai déverrouillé le portail avec mon passe-partout, je me suis glissé à l'intérieur et j'ai refermé derrière moi. La descente dans les tunnels était toujours la même. Une échelle en métal, boulonnée au béton, menant à une obscurité que ma lampe de poche ne pouvait que partiellement percer. L'air changeait à mesure que je descendais, devenant plus frais et plus humide, transportant cette odeur souterraine distinctive de béton mouillé, de terre et de décomposition. Au moment où j'ai atteint le fond, à 9 mètres sous la rue, j'entendais les bruits étouffés de la circulation au-dessus, réduits à un grondement lointain. J'ai allumé ma lampe de poche et j'ai commencé à marcher vers l'est en direction de la section 7. Le tunnel faisait environ 4,5 mètres de large et 3,5 mètres de haut, avec des murs en béton incurvés, tachés de dépôts minéraux et de plaques de moisissure. Mes bottes clapotaient dans des flaques qui ne séchaient jamais complètement, et j'entendais le couinement des rats qui fuyaient ma lumière. C'était mon monde, mon domaine. J'arpentais ces tunnels 2 fois par semaine, depuis plus de 20 ans. Je connaissais chaque fissure, chaque flaque, chaque colonie de rats. L'obscurité ne me dérangeait plus, l'isolement non plus. Ici, j'étais en contrôle. Il m'a fallu environ 20 minutes pour atteindre la zone de la station Brighton. Le tunnel s'ouvrait sur une chambre plus grande où se trouvait le quai de la station, une structure en béton s'élevant à environ 1,20 m au-dessus du sol du tunnel. Le carrelage d'origine était encore visible par endroits, de la céramique couleur crème avec une bordure verte, très art déco, très années 1920. Quelqu'un avait tagué « Abandonner tout espoir » en lettres rouges sur un mur, ce que j'avais documenté dans un rapport précédent. J'ai grimpé sur le quai et j'ai commencé mon inspection, vérifiant le plafond à la recherche de fissures, testant la présence de gaz avec mon détecteur, documentant les dégâts des eaux avec mon appareil photo. Tout semblait normal au début. La détérioration habituelle, les problèmes habituels, rien qui puisse expliquer les bruits étranges qui effrayaient les résidents 18 mètres au-dessus de ma tête. Puis j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Des marques de traînées sur le sol du quai. Elles étaient récentes. La disposition de la poussière le montrait clairement. Quelque chose de grand et de lourd avait été traîné sur le quai, laissant des sillons parallèles dans la crasse accumulée. Les marques partaient du bord du quai vers l'extrémité de la station, disparaissant dans un tunnel de maintenance qui bifurquait du passage principal. J'étais déjà allé dans ce tunnel de maintenance, mais pas récemment. C'était un passage étroit, d'environ 1,80 m de large, qui menait à une ancienne salle des pompes et à quelques points d'accès aux conduits électriques. Rien d'intéressant, rien qui n'attire normalement l'attention. Mais ces marques de traînée étaient fraîches. Datant des derniers jours, j'estimerais. J'ai suivi les marques avec ma lampe de poche, avançant prudemment. Mon détecteur de gaz était silencieux, ce qui était une bonne chose. Pas d'accumulation de méthane, pas de monoxyde de carbone, mais quelque chose avait fait ces marques et je devais le documenter pour mon rapport. Le tunnel de maintenance était plus sombre que le passage principal, les murs se resserrant de chaque côté. Le faisceau de ma lampe de poche a révélé d'autres marques de traînées, et maintenant je pouvais voir autre chose. Des empreintes. De grandes empreintes, imprimées dans la boue et la poussière accumulée sur le sol. Je me suis agenouillé pour les examiner de plus près, mes genoux protestant contre le mouvement. Je n'étais plus aussi jeune qu'avant, et 22 ans à monter et descendre des échelles avaient eu raison de mes articulations. Les empreintes étaient énormes, facilement 16 pouces de long et 7 pouces de large. Elles avaient 5 empreintes d'orteils distinctes et ce qui ressemblait à une marque de talon, mais ce n'étaient ni des chaussures ni des bottes. C'étaient des empreintes de pieds nus, mais bien trop grandes pour être humaines. Ma première pensée a été que quelqu'un me faisait une blague.
Peut-être des explorateurs urbains fabriquant de fausses empreintes pour effrayer les gens, mais les empreintes étaient profondes, suggérant un poids important, plusieurs centaines de kilos au moins. Et la longueur de la foulée entre les empreintes était grande, suggérant quelque chose de grand, quelque chose qui faisait de grands pas. J'ai pris plusieurs photos en m'assurant d'inclure mon maître ruban dans le cadre pour l'échelle Karl allait vouloir une documentation de ça, quoi que ce soit. J'ai continué à suivre les empreintes plus profondément dans le tunnel de maintenance, mon malaise grandissant à chaque pas. L'air ici était plus vicié, plus lourd, et je pouvais entendre de l'eau goutter quelque part dans l'obscurité devant moi. Le faisceau de ma lampe balayait d'avant en arrière, révélant des murs en béton luisants d'humidité et couverts d'une couche de moisissure duveteuse. Les empreintes m'ont mené sur une trentaine de mètres dans le tunnel de maintenance avant de déboucher sur ce qui avait été la salle des pompes. C'était une chambre circulaire d'environ 6 mètres de diamètre, avec des tuyaux rouillés courant le long du plafond et une vieille pompe mécanique au centre qui n'avait pas fonctionné depuis les années 1940. La pièce avait 3 autres sorties de tunnels partant dans différentes directions, une menant aux conduits électriques, une à un puits de ventilation et une que j'avais toujours supposé être scellée. Mais ce 3e tunnel n'était plus scellé. La grille métallique qui le recouvrait gisait sur le sol, tordue et déformée, comme si quelqu'un l'avait arrachée à main nue. L'ouverture menait à une obscurité que ma lampe de poche ne pouvait pas entièrement percer, mais je pouvais voir qu'elle descendait en pente, s'enfonçant encore plus profondément sous la ville. Je suis resté là un long moment à me demander quoi faire. Le protocole disait que je devais documenter cela, le signaler à Karl et laisser la ville décider de la suite. Pénétrer dans des sections scellées était grave. Cela pouvait compromettre l'intégrité structurelle, créer des risques pour la sécurité, permettre un accès non autorisé à des zones réglementées. Mais j'étais aussi curieux. En 22 ans, je n'avais jamais vu une grille arrachée comme ça. Quoi que ce fût qui avait fait ça, il possédait une force incroyable. J'ai regardé ma montre. 9h47. J'avais largement le temps. J'ai essayé de contacter Karl par radio. La radio a grésillé, mais aucune réponse. Nous étions trop profonds sous terre ici, hors de portée de notre équipement de communication. J'étais seul. Contre toute attente, je suis entré dans le tunnel descellé. Le passage descendait en pente d'environ 15 degrés, et les murs étaient plus anciens ici, en briques d'origine des années 1920, au lieu du béton armé des tentatives de rénovation ultérieures. Mes bottes crissaient sur des débris et je devais me baisser par endroits où le plafond s'affaissait. Cette section de tunnel n'avait pas été entretenue depuis des décennies, peut-être plus. J'ai marché pendant environ 10 minutes, descendant régulièrement, quand j'ai commencé à sentir quelque chose d'inhabituel. Ce n'était pas l'odeur souterraine typique de moisissure et d'humidité. C'était organique, musqué, comme de la fourrure d'animal mouillé, mais plus fort, plus piquant. Cela me rappelait la fois où j'avais visité la maison des primates aux zoos de Cincinnati avec Michelle quand elle était enfant. Cette odeur distinctive de grands mammifères vivant en promiscuité. L'odeur est devenue plus forte à mesure que j'avançais et maintenant je pouvais entendre quelque chose. Une respiration. Une respiration profonde et rythmée qui résonnait légèrement dans l'espace confiné. Chaque instinct me disait de faire demi-tour et de partir. Mais j'étais allé si loin et je devais savoir ce qu'il y avait ici. J'ai serré ma lampe de poche plus fort et j'ai avancé. Le tunnel débouchait sur une autre chambre, celle-ci naturelle plutôt qu'artificielle, une grotte de calcaire que la construction du métro avait dû croiser dans les années 1920. Cincinnati repose sur de vastes réseaux de grottes, des formations géologiques creusées sur des millions d'années par les eaux souterraines. La plupart avaient été comblées ou scellées pendant la construction, mais apparemment celles-ci avaient été laissées accessibles. La grotte était plus grande que la salle des pompes, peut-être 9 mètres de diamètre, avec un plafond qui montait dans une obscurité hors de portée de ma lampe.
Des stalactites pendaient comme des dents et je pouvais entendre de l'eau couler à proximité, probablement un cours d'eau souterrain. Et là, au centre de la grotte, entouré de ce qui ressemblait à un nid fait de vieilles couvertures, de journaux et de cartons, se trouvait quelque chose qui m'a glacé le sang. C'était massif, mesurant facilement 2,10 mètres de haut, même assis, avec des épaules si larges qu'elles semblaient presque 2 fois la largeur de celle d'un humain normal. Le corps était couvert de poils bruns foncés, emmêlés et sales, pendant en touffes épaisses. Les bras étaient incroyablement longs et musclés, et je pouvais voir de grandes mains avec des doigts épais posés sur ses genoux. La tête de la créature était énorme, avec une arcade sourcilière proéminente et un visage plat et large, couvert de poils plus courts. Le nez était large et plat, la mâchoire lourde et puissante, et les yeux, mon Dieu, les yeux me fixaient droit dans les leurs. Pendant un instant, nous nous sommes juste regardés. Mon esprit tournait à plein régime, essayant de traiter ce que je voyais, essayant de le concilier avec tout ce que je savais du monde. Ça ne pouvait pas être réel. Bigfoot était un mythe, une légende du Nord-Ouest Pacifique, pas quelque chose qui vivait sous une grande ville américaine de l'Ohio. Mais il était là, aussi réel que les murs de béton qui m'entouraient. La créature a émis un son, un grondement sourd que j'ai senti dans ma poitrine, autant que je l'ai entendu. Ce n'était pas agressif, plutôt un avertissement. La tête massive s'est légèrement inclinée, m'étudiant de la même manière que je l'étudiais. J'ai fait un pas en arrière involontaire, et ma botte a heurté une pierre. Le son a résonné dans la grotte, et la créature s'est tendue, se levant légèrement, montrant davantage sa taille réelle. Elle devait mesurer au moins 2,30 mètres, peut-être près de 2,40 mètres. Le corps était incroyablement musclé sous tous ses poils, bâti pour la force et la puissance. « Je ne vais pas vous faire de mal », ai-je dit, la voix tremblante. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé. C'était un pur instinct, le même ton que j'aurais utilisé pour calmer un chien effrayé. Je fais juste mon travail, je vérifie juste les tunnels. Les yeux de la créature suivaient mes mouvements. Ils étaient brun foncé, presque noirs, et d'une intelligence troublante. Ce n'était pas un animal qui me regardait, c'était quelque chose qui comprenait, quelque chose qui réfléchissait, évaluait, décidait quoi faire de ma présence. J'ai lentement levé les mains, montrant que je ne tenais pas d'armes. Je vais partir maintenant. Je vais remonter et vous pouvez rester ici. Personne n'a besoin de savoir que vous êtes là. J'ai fait un autre pas en arrière, puis un autre. La créature regardait mais ne bougeait pas. J'ai gardé ma lampe de poche pointée légèrement sur le côté plutôt que directement sur elle, essayant de ne pas être menaçant. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. J'ai atteint l'entrée du tunnel et j'ai commencé à reculer en remontant la pente, gardant les yeux sur l'ouverture de la grotte jusqu'à ce que je sois assez loin pour que ma lampe ne puisse plus percer l'obscurité. Puis je me suis retourné et j'ai marché aussi vite que possible sans courir, le souffle court. Mon esprit était en ébullition. Je venais de voir Bigfoot sous Cincinnati, vivant dans une grotte reliée au réseau de métro abandonné. C'était impossible, absurde, complètement hors du domaine du possible. Mais c'était réel. Je l'avais vu de mes propres yeux. Je suis retourné à la salle des pompes, puis à travers le tunnel de maintenance jusqu'au quai de la station Brighton. Je suis descendu dans le tunnel principal et j'ai commencé la longue marche de retour vers l'échelle d'accès. Mes jambes tremblant à cause de l'adrénaline, qu'est-ce que j'allais dire à Carl? Qu'est-ce que j'allais mettre dans mon rapport? Si je documentais ce que j'avais vu, ils me prendraient pour un fou. Ils ordonneraient probablement une évaluation psychiatrique, peut-être même me renverraient pour avoir fait un faux rapport ou gaspillé les ressources de la ville. Mais si je ne le signalais pas et que quelque chose arrivait, si quelqu'un d'autre descendait là, si la créature devenait agressive, si elle s'aventurait dans des zones plus peuplées du réseau, de tunnels, je serais responsable. Au moment où je suis remonté au niveau de la rue, il était presque midi.
Le soleil de septembre était brillant et chaud, un contraste saisissant avec l'obscurité froide d'en bas. Je suis resté là sur le trottoir un moment, clignant des yeux à la lumière, me sentant déconnecté du monde normal qui m'entourait. Des voitures passaient sur Central Parkway. Des gens marchaient avec des sacs de courses du centre commercial. Un bus s'est arrêté au coin de la rue, laissant descendre des passagers. Tout était normal, ordinaire, banal. Sauf que je venais de découvrir que Bigfoot vivait sous leurs pieds. J'ai conduit jusqu'au bureau du doté dans un état second, mes mains agrippant trop fort le volant de ma camionnette Chevy de 1995. La radio passait 3 heures du matin de Matchbox 20. Un grand succès cette année-là, mais je l'entendais à peine. Quand je suis entré dans le bureau, Carl a levé les yeux de son bureau. « Alors, ça s'est bien passé? Tu as trouvé quelque chose qui pourrait expliquer les bruits ?» Je suis resté là avec ma plaquette, mes formulaires d'inspection vierges, à l'exception des informations de base que j'avais remplies avant de descendre. J'avais des photos des empreintes, de la grille arrachée, mais rien de la créature elle-même. J'avais été trop choqué pour même penser à prendre des photos dans cette grotte. « Ouais », ai-je dit lentement. « J'ai trouvé quelque chose, mais je dois d'abord te montrer les photos. Et ensuite, on doit parler de ce qu'on va faire. » L'expression de Carl est passée d'un intérêt désinvolte à de l'inquiétude. « C'est si sérieux que ça? Tu n'as pas idée ?» Carl et moi sommes restés dans son bureau pendant plus d'1 heure à examiner les photos que j'avais prises. Il a étudié les images des empreintes avec un scepticisme croissant, ses sourcils épais se fronçant alors qu'il zoomait sur les détails à l'aide de l'ordinateur du bureau, un Dell encombrant qui était neuf cette année-là et considéré comme à la pointe de la technologie. « Ça doit être un faux », a-t-il dit finalement, se penchant en arrière dans son fauteuil. « Quelqu'un se fiche de toi, Harold. Des explorateurs urbains, des ados, peu importe. Ils ont fait ces empreintes pour faire flipper les gens. Ces empreintes étaient profondes. Carl, ce qui les a faites peser au moins 130 kilos, peut-être plus. Et cette grille, tu vois comment elle est tordue. Il a fallu une force considérable. Ça pourrait être plusieurs personnes. Ou du matériel qu'ils ont descendu. » Il a cliqué sur la photo suivante, montrant la grille métallique tordue. On dirait que ça a été arraché avec un pied de biche ou quelque chose du genre. Je voulais lui parler de la créature, de ce que j'avais vu dans cette grotte, mais en regardant le visage sceptique de Carl, je savais qu'il ne me croirait jamais. Bon sang, je le croyais à peine moi-même et je m'étais tenu à 3 mètres de la chose. « Peut-être que tu as raison », ai-je dit, choisissant la voie la plus sûre. Mais il y a vraiment quelque chose là-dessous. Quelqu'un vit dans ces tunnels et d'après les marques de traînée et le nid que j'ai vu, ils sont là depuis un moment. Des sans-abri peut-être, mais qui que ce soit, il est grand et fort, et il a accédé à une section scellée qui pourrait être structurellement instable. La ville doit être au courant. Carl s'est frotté le visage avec les 2 mains. Un geste que je reconnaissais après 20 ans de travail avec lui. Cela signifiait qu'il essayait de décider de l'effort que ce problème allait exiger. « D'accord », a-t-il dit finalement. « Je vais le signaler à la hiérarchie. La ville voudra probablement envoyer une équipe là-bas. Peut-être faire intervenir la police de Cincinnati si on a affaire à des squatteurs. En attendant, ne retourne pas dans la section 7. Si quelqu'un vit là-dedans, on ne veut pas de confrontation. » « D'accord », ai-je dit, plus qu'heureux d'éviter de retourner dans cette grotte. Mais en rentrant chez moi ce soir-là, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que j'avais vu. Cette créature, ce Bigfoot, car que pouvaient être d'autres, vivait sous Cincinnati, survivant dans les tunnels et les réseaux de grottes abandonnées. Depuis combien de temps était-il là? Comment était-il arrivé là? Y en avait-il d'autres? Je vivais dans une petite maison à North Seed, un quartier original au nord du centre-ville, connu pour son ambiance hippie et ses résidents excentriques. C'était le genre d'endroit où personne ne regarderait à 2 fois quelqu'un qui agit un peu bizarrement, ce qui me convenait parfaitement. Après le divorce, j'avais acheté cette maison spécifiquement parce qu'elle était petite,
bon marché et que je pouvais aller à l'épicerie à pied. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je revoyais sans cesse ses yeux me fixant dans l'obscurité, cette forme massive assise dans son nid de fortune. Vers 2 heures du matin, j'ai renoncé à dormir et je me suis fait un café. Assise à ma table de cuisine avec un bloc-notes, j'ai essayé de noter tout ce dont je me souvenais de la rencontre. La créature vivait là depuis un certain temps. C'était clair d'après le nid et les débris accumulés. Elle avait accédé au tunnel par ce passage scellé, ce qui signifiait qu'elle connaissait la géographie souterraine, qu'elle savait naviguer dans l'obscurité totale. Les marques de traînée suggéraient qu'elle y apportait des choses. De la nourriture, des matériaux pour son nid, tout ce dont elle avait besoin pour survivre. Mais que mangeait-elle? Les tunnels avaient des rats, certes, mais une créature de cette taille pouvait-elle survivre uniquement de rats? Il y avait aussi les cours d'eau souterrains, peut-être des poissons, et elle pouvait potentiellement accéder à la ville au-dessus par diverses grilles et points d'accès, fouillant les poubelles la nuit quand personne ne regardait. Plus j'y pensais, plus cela avait du sens, d'une manière étrange. Le système de métro abandonné de Cincinnati était l'habitat parfait pour quelque chose qui voulait éviter le contact humain. Des kilomètres de tunnels inutilisés, de multiples points d'accès à la surface, une connexion à des réseaux de grottes naturelles, la proximité de la rivière Ohio pour l'eau. Si vous étiez une créature essayant de vous cacher du monde moderne, vous pourriez trouver bien pire. Mais pourquoi Cincinnati? Les observations de Bigfoot avaient généralement lieu dans le nord-ouest Pacifique, dans des forêts reculées, loin de la civilisation. Qu'est-ce qu'un d'entre eux faisait dans l'Ohio? Mon téléphone a sonné à 7 heures du matin, me tirant d'un demi-sommeil à la table de la cuisine. C'était Carl. « Harold, on a un problème. La ville veut une équipe d'inspection complète dans la section 7 aujourd'hui. Ils traitent ça comme un problème potentiel de sécurité publique. J'ai besoin que tu les guides. » Mon estomac s'est noué. « Carl, je pense vraiment qu'on devrait attendre. Peut-être faire un peu plus de reconnaissance d'abord. » Ce n'est pas ma décision. Ça vient du bureau du maire. Apparemment, les plaintes concernant les bruits ont augmenté. Et maintenant, il y a une histoire qui circule en ligne sur des monstres dans les tunnels du métro. Tu sais comment les gens sont avec ce métro abandonné. Tous les 2 ou 3 ans, quelqu'un lance une rumeur et ça se propage. La ville veut que ce soit démenti immédiatement. Qui est dans l'équipe? Toi, moi, 2 ingénieurs en structure et 2 flics. On descend à midi. J'ai passé la matinée dans un état d'anxiété, essayant de trouver une solution. Si nous descendions là avec une équipe de 6 personnes, faisant du bruit, transportant du matériel, la créature pourrait réagir de manière défensive, elle pourrait attaquer. Quelqu'un pourrait être blessé ou tué. Mais si je leur disais ce que j'avais vraiment vu, ils me prendraient pour un fou. Je perdrais mon travail, ma crédibilité, tout ce pourquoi j'avais travaillé au cours des 2 dernières décennies. À 11h45, j'ai retrouvé l'équipe au point d'accès de Central Parkway. Les 2 ingénieurs étaient des jeunes, probablement dans la fin de la vingtaine, transportant du matériel d'arpentage électronique et semblant excités à l'idée d'explorer le célèbre métro abandonné. Les 2 policiers étaient plus âgés, plus expérimentés, l'officier Frank Morrison et l'officier Lisa Chen, tous 2 du commissariat du centre-ville. Ils portaient des ceinturons avec des lampes de poche, des radios et des pistolets dans leurs étuis. Carl m'a regardé pendant qu'on s'équipait. « Ça va, on dirait que tu n'as pas dormi. »« Nuit difficile, » ai-je dit en ajustant mon casque. « J'ai juste hâte que ce soit fini. » Nous sommes descendus dans les tunnels. Nos multiples lampes de poche créaient un cirque d'ombres mouvantes sur les murs. Les ingénieurs parlaient avec enthousiasme, prenaient des mesures et des photos. Les flics étaient plus prudents, les mains près de leurs armes, clairement mal à l'aise dans l'espace souterrain confiné. Les empreintes que j'ai trouvées sont à environ 20 minutes par ici, ai-je dit, les menant vers l'est, en direction de la station Brighton et du tunnel de maintenance partant de l'ancien quai. En marchant,
Je me suis surpris à espérer que la créature était partie, qu'elle avait senti l'intrusion imminente et s'était retirée plus profondément dans le réseau de grottes où nous ne la trouverions pas. Mais je savais que c'était peu probable. D'après ce que j'avais vu, elle s'était établie là. Elle n'abandonnerait pas si facilement. Nous avons atteint le quai de la station Brighton et j'ai montré les marques de traînée. Les ingénieurs ont immédiatement commencé à photographier et à mesurer. L'officier Chen s'est agenouillé pour les examiner, le faisceau de sa lampe se déplaçant lentement sur la poussière perturbée. « C'est récent », a-t-elle dit. « Datant des derniers jours, je dirais. »« Ça pourrait être des sans-abri », a suggéré l'officier Morrison. « On a déjà chassé des gens de ces tunnels. Ils aiment installer des camps dans les sections plus profondes. » Nous sommes entrés dans le tunnel de maintenance, suivant le chemin que j'avais pris la veille quand nous avons atteint la salle des pompes et que tout le monde a vu la grille arrachée. L'atmosphère a changé. Le bavardage excité a cessé. Les ingénieurs ont échangé des regards. Les flics ont mis la main sur leurs armes. « Ce n'est pas normal », a dit Karl doucement. « Harold, tu as dit que tu avais vu ça hier ?»« Ouais. J'ai suivi les empreintes à travers cette ouverture, mais je ne suis pas allé loin. » Le mensonge avait un goût amer dans ma bouche. Je suis revenu pour le signaler. L'officier Morrison s'est approché de l'ouverture, éclairant de sa lampe le tunnel en pente. « Il y a quelqu'un là-dedans !» a-t-il crié. « Ici la police de Cincinnati. Si vous êtes là, vous devez sortir. Vous êtes en infraction dans une zone réglementée. » Sa voix a résonné dans le passage, mais il n'y a eu aucune réponse. « Je n'aime pas ça », a dit l'officier Chen. « On devrait appeler des renforts, faire descendre plus de monde avant d'aller plus loin. »« La radio ne marchera pas à cette profondeur », a dit Karl. « On est hors de portée du signal. » L'un des ingénieurs, son badge indiquait Brandon, s'est avancé. « Je vais rester ici et surveiller. S'il se passe quelque chose, je peux retourner en courant, appeler à l'aide, depuis le tunnel principal où il y a du signal. »« Bonne idée », a dit l'officier Morrison. Il a regardé le reste d'entre nous. « Tous les autres, on y va ensemble. On reste groupés. Gardez les yeux ouverts et vos radios allumées au cas où on se rapprocherait d'un puits de ventilation avec accès à la surface. Nous sommes entrés dans le tunnel en pente en file indienne. Morrison devant, puis Chen, puis Karl, puis moi, puis l'autre ingénieur qui s'appelait Kyle. Nos lampes de poche créaient un tunnel de lumière à travers l'obscurité. Mais les ombres entre les faisceaux semblaient plus sombres que jamais. L'odeur nous a frappés à mi-chemin. Cette odeur musquée et organique que j'avais remarquée auparavant. L'officier Chen a plissé le nez. « C'est quoi cette odeur? Des animaux ?»« C'est peut-être des rats, » a suggéré Karl. « On a de grosses colonies ici parfois. » Mais je savais que ce n'était pas des rats. Et alors que nous nous approchions de l'ouverture de la grotte, que l'odeur devenait plus forte et que je pouvais à nouveau entendre cette respiration profonde et rythmée, je savais que nous étions sur le point de faire une rencontre qui allait tout changer. Nous avons débouché dans la chambre de la grotte et pendant un instant, tout le monde s'est arrêté, médusé. Nos faisceaux de lampes ont balayé l'espace, illuminant les stalactites, le cours d'eau souterrain, et puis, au centre, le nid. Mais la créature n'était pas là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? L'officier Morrison s'est avancé prudemment, sa lampe focalisée sur le tas de couvertures, de cartons et de journaux. Quelqu'un a vraiment vécu ici. Le nid était plus élaboré que je ne l'avais réalisé lors de ma première visite. Il y avait de vieux sacs de couchage, des bâches en plastique, même quelques coussins déchirés qui semblaient avoir été récupérés sur des meubles. Jetés. Sur les bords, il y avait des tas de ce qui ressemblait à des emballages de nourriture, des sacs de fast-food, des paquets de chips vides, des canettes de soda écrasées. C'est très étendu, a dit Karl, sa voix résonnant dans la chambre. Quiconque a séjourné ici est là depuis des mois, peut-être plus. L'officier Chen examinait le sol près du nid. Ces empreintes, Harold, ce sont celles que tu as vues hier ? Je me suis approché
éclairant les traces avec ma lampe. Elles étaient partout maintenant, sillonnant le sol de la grotte dans de multiples directions. Ouais, ce sont elles. Elles ne peuvent pas être réelles, a dit Kyle, l'ingénieur. Il s'était agenouillé à côté de l'une des empreintes les plus nettes. Je veux dire, regardez la taille, ça devrait provenir de quelque chose de 2,10, peut-être 2,40 mètres de haut. Ça pourrait être un faux, a suggéré l'officier Morrison, mais sa voix manquait de conviction, quelqu'un qui fait des empreintes pour effrayer les gens, les tenir à l'écart de leur camp. C'est à ce moment-là que nous l'avons entendu. Un son provenant de l'un des passages sombres menant plus profondément dans le réseau de grottes. Une vocalisation basse et grondante qui a résonné sur les murs de calcaire, rendant impossible de savoir exactement d'où elle venait. Tout le monde s'est figé. « Vous avez entendu ça ?» a chuchoté l'officier Chen, sa main se déplaçant vers son arme de service. Le son est revenu, plus fort cette fois, plus insistant. Ce n'était pas agressif, mais ce n'était pas amical non plus. C'était un avertissement, clair comme de l'eau de roche. Vous êtes sur mon territoire et vous devez partir. Tout le monde retourne au tunnel, a dit l'officier Morrison, la voix tendue. Lentement, ne courez pas. Nous avons commencé à reculer vers l'entrée par laquelle nous étions venus, nos lampes balayant la grotte, essayant de localiser la source du son. C'est là que j'ai vu un mouvement dans l'un des passages latéraux, une forme sombre et massive se déplaçant dans les ombres, hors de portée de notre lumière. « Il y a quelque chose là », ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. Et puis il est entré dans la lumière. La réaction a été immédiate et chaotique. L'officier Chen a crié. Kyle a trébuché en arrière, laissant tomber sa lampe de poche. Carl m'a attrapé le bras, ses doigts s'enfonçant douloureusement. L'officier Morrison avait sorti son arme, la pointant sur la créature, sa main tremblant. « Jésus-Christ !» a soufflé Morrison. « C'est quoi ce truc ?» La créature se tenait de toute sa hauteur, facilement 2,30 mètres, peut-être plus. Dans l'éblouissement de plusieurs lampes de poche, je pouvais la voir plus clairement que la veille. Le corps était massivement bâti, avec des muscles épais, visibles sous les poils bruns foncés. Les bras pendaient au-delà de ses genoux, se terminant par ses mains énormes. Le visage était large et plat, avec une lourde arcade sourcilière, projetant des ombres sur des yeux qui reflétaient nos faisceaux de lampes comme ceux d'un animal. Mais ces yeux, ils avaient la même intelligence que j'avais vue auparavant. La créature nous évaluait, nous comptait, décidait quoi faire de cette intrusion. « Ne tirez pas !» ai-je crié à Morrison. « Elle n'a pas attaqué, elle défend juste son espace. C'est un... Kyle ne pouvait pas finir sa phrase, sa formation scientifique en conflit avec ce que ses yeux voyaient. La créature a fait un pas en avant et le pistolet de Morrison a suivi le mouvement. « Restez en arrière !» a-t-il hurlé. « Je vous préviens. » La créature a incliné la tête à la voix de Morrison et j'ai vu quelque chose changer dans son expression. De la reconnaissance peut-être, ou de la compréhension. Elle a levé une main massive, paume vers l'extérieur, dans ce qui ne pouvait être décrit que comme un geste d'apaisement. « C'est intelligent », a dit Carl, sa voix pleine d'émerveillement et de peur. « Regardez son visage. Ce n'est pas un animal. »« On doit sortir d'ici », a dit l'officier Chen, sa voix aiguë et tendue. « Maintenant, avant qu'elle ne décide que nous sommes une menace. » Mais alors que nous commencions à reculer vers l'entrée du tunnel, gardant les yeux sur la créature, quelque chose de terrible s'est produit. Kyle, trébuchant toujours en arrière dans la panique, a buté sur une formation rocheuse. Il est tombé lourdement, sa tête heurtant le sol calcaire avec un craquement écœurant. Il n'a pas bougé. « Kyle !» Carl s'est précipité pour vérifier l'état de Kyle, s'agenouillant à côté de lui. Sa lampe, révélant du sang qui s'accumulait sous la tête du jeune homme. Et la créature a réagi au sang. Elle s'est avancée avec une vitesse surprenante, couvrant la distance entre nous en 3 enjambées massives. L'officier Morrison a tiré. Le coup de feu a été assourdissant dans l'espace clos, résonnant sur les murs comme le tonnerre. J'ai vu la balle atteindre la créature à l'épaule.
Je l'ai vue trébucher légèrement, mais elle ne s'est pas arrêtée. Morrison a tiré à nouveau, et cette fois la créature a rugi, un son si fort et si primal que je l'ai senti dans mes os. Ce n'était pas de la douleur, c'était de la rage. Nous avions envahi sa maison, et maintenant nous l'avions blessé. « Courez !» a hurlé l'officier Chen, et le chaos a éclaté. Carl essayait de traîner le corps inconscient de Kyle vers le tunnel. L'officier Morrison reculait, tirant à nouveau. La créature a balancé un bras massif, et Morrison a été projeté, son corps heurtant violemment le mur de la grotte. Son pistolet a cliqueté sur le sol en pierre. L'officier Chen avait sorti son arme maintenant, mais elle ne tirait pas. Elle était figée, regardant la créature avec une terreur absolue sur son visage. J'ai fait la seule chose à laquelle j'ai pu penser. Je me suis interposé entre la créature et mes collègues, levant les mains comme la créature l'avait fait quelques instants plus tôt. « Arrêtez !» ai-je crié. « On s'en va, on part !» Les yeux de la créature se sont fixés sur les miens, et pendant une seconde qui a semblé une éternité, nous nous sommes regardés. Je pouvais voir le sang emmêler les poils sur son épaule, là où la balle de Morrison avait frappé. Je pouvais voir sa poitrine se soulever avec une respiration laborieuse. Je pouvais voir la douleur et la fureur et autre chose. De la trahison peut-être. J'étais venu ici, hier je n'avais pas été menaçant, et maintenant j'étais revenu avec des gens armés qui lui avaient tiré dessus. Je suis désolé, ai-je dit, et je le pensais de tout mon cœur. Nous partons maintenant. Le regard de la créature s'est déplacé vers la forme inconsciente de Kyle, puis vers Morrison, gémissant contre le mur, puis de nouveau vers moi. Elle a pris une décision. Elle s'est écartée, dégageant un chemin vers l'entrée du tunnel, mais elle n'est pas partie. Elle est restée là à regarder, s'assurant que nous partions. Carl, attrape Kyle. Chen, aide Morrison. On sort d'ici tout de suite. Nous avons bougé aussi vite que possible, Carl et moi, traînant Kyle entre nous. L'officier Chen soutenant Morrison, qui était conscient mais hébété. La créature nous a regardé partir, le sang coulant de son épaule blessée, ses yeux suivant chacun de nos mouvements. Alors que nous entrions dans le tunnel en pente ascendante, j'ai jeté un dernier regard en arrière. La créature était toujours là, se découpant sur l'obscurité de sa grotte, une silhouette massive qui ne devrait pas exister, mais qui existait. Puis elle s'est retournée et a disparu dans les ombres. La remontée vers la salle des pompes a été un cauchemar. Kyle était complètement inconscient, un poids mort entre Carl et moi. Morrison perdait et reprenait conscience, marmonnant de manière incohérente. L'officier Chen était sur sa radio, essayant désespérément d'obtenir un signal. Sa voix tremblante, Brandon, nous a rejoints à la salle des pompes, son visage devenant blanc, en voyant le sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pas le temps. Carl aide-nous à les remonter à la surface. Maintenant. Il nous a fallu près de 40 minutes pour ramener les deux hommes blessés à l'échelle d'accès et au niveau de la rue. Au moment où nous avons émergé sur Central Parkway, les véhicules d'urgence étaient déjà là. Quelqu'un avait entendu les coups de feu résonner à travers les puits de ventilation et avait appelé le 911. Les ambulanciers se sont précipités, prenant en charge Kyle et Morrison. Kyle était toujours inconscient, sa blessure à la tête était grave. Morrison était plus alerte maintenant, mais il avait au moins 3 côtes cassées et peut-être une commotion cérébrale après avoir heurté ce mur. Les heures suivantes ont été un tourbillon d'interrogatoires de police, de rapports d'incidents et de discussions, animés sur ce que nous avions vu. L'officier Chen a insisté sur le fait que c'était réel, qu'elle l'avait vu de ses propres yeux. Carl l'a confirmé, son scepticisme scientifique complètement brisé. Brandon, qui n'avait pas vu la créature lui-même, ne savait pas quoi croire. Et pendant tout ce temps, je n'arrêtais pas de penser à ses yeux nous regardant partir, au sang sur cette épaule massive, à la trahison que j'avais vue dans ce regard intelligent. Nous avions envahi sa maison. Nous lui avions tiré dessus et maintenant, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. La ville est entrée en mode de crise en quelques heures. Le soir, l'histoire avait fuité dans la presse. Pas toute la vérité, mais assez.
Quelque chose de dangereux dans les tunnels de métro abandonnés est devenu possible animal sauvage vivant sous Cincinnati, puis inévitablement observation de Bigfoot dans les tunnels de la ville. Au moment où le journal télévisé de 23 heures a été diffusé, j'étais assis dans mon salon à regarder Channel 5 News rapporter l'incident. Ils ont montré des images des ambulances, interviewé des témoins qui avaient entendu les coups de feu, et fait venir un zoologiste du zoo de Cincinnati qui a expliqué très patiemment que Bigfoot n'existait pas et que ce que nous avions rencontré était probablement un sans-abri de grande taille ou un ours qui s'était retrouvé dans le système de tunnels, un ours à Cincinnati, dans des tunnels de métro à 18 mètres sous terre. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes, des curieux, même l'animateur d'un podcast de cryptozoologie de Californie qui avait réussi à obtenir mon numéro. Je les ai tous ignorés. Kyle était à l'hôpital avec une grave commotion cérébrale et une fracture du crâne. L'officier Morrison avait des côtes cassées et des contusions internes. Tous deux s'en sortiraient, disaient les médecins, mais c'était passé près. Et c'était de ma faute. J'aurais dû leur dire la vérité depuis le début. J'aurais dû refuser de les emmener là-bas. J'aurais dû trouver un moyen de protéger cette créature au lieu de mener des gens armés directement chez elle. Vers minuit, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Carl sur mon porche, l'air épuisé et 10 ans plus vieux que le matin même. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine avec du café que nous n'avons pas touché. Carl avait un dossier en manille avec lui qu'il a ouvert pour révéler des photographies. Pas celles que j'avais prises, mais de nouvelles. Des relevés aériens de la zone autour des tunnels de métro abandonnés. La ville fait venir une équipe spécialisée demain, a dit Carl. Des experts de la faune, plus de police, même quelques membres de la garde nationale. Ils vont sceller tous les points d'accès et faire une fouille complète de tout le réseau de tunnels. Ils vont le tuer, ai-je dit d'un ton neutre. Ils l'appellent un animal dangereux. Après ce qui est arrivé à Kyle et Morrison, ils le traitent comme une urgence de sécurité publique. Le maire a tenu une conférence de presse il y a 1 heure. Il promet aux résidents que les tunnels seront sécurisés. Il n'a attaqué que parce qu'on lui a tiré dessus en premier. Morrison a tiré sans provocation. Cette créature nous a donné une chance de partir pacifiquement. Carl s'est frotté le visage. Ce même geste lasse. Je sais, j'étais là, je l'ai vu. Mais essaie d'expliquer ça à un conseil municipal qui reçoit des appels de résidents terrifiés qui pensent qu'un monstre vit sous leur rue. Il a fait une pause. Harold, qu'est-ce qu'on va faire ? La question est restée en suspens. Que pouvions-nous faire ? Nous n'étions que 2 employés municipaux qui étions tombés sur quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui remettait en question tout ce que nous pensions savoir sur le monde. Il doit y avoir un autre moyen, ai-je dit. Un moyen de le protéger, de le laisser rester dans ses grottes sans mettre les gens en danger. Comment ? On ne peut pas simplement le laisser là-dessous, même si la ville le voulait, ce qui n'est pas le cas. On ne peut pas garantir que quelqu'un d'autre n'ira pas là-bas. Les explorateurs urbains s'introduisent tout le temps dans ces tunnels. La prochaine fois, quelqu'un pourrait ne pas avoir autant de chance que nous. Il avait raison, bien sûr. Mais l'idée que cette créature soit traquée, abattue, tuée ou capturée et mise dans une cage quelque part, ça me rendait malade. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, je suis resté à ma table de cuisine, avec des cartes du réseau de tunnels étalées devant moi, étudiant chaque point d'accès, chaque branche, chaque connexion au système de grottes naturelles sous la ville. Il devait y avoir quelque chose que je manquais, un moyen d'aider. Vers 3 heures du matin, j'ai réalisé quelque chose. Le système de grottes où vivait la créature était connecté à d'autres grottes. J'avais vu plusieurs passages menant plus profondément dans les formations calcaires. Certains de ces passages pouvaient mener à des kilomètres de la ville, émergeant dans des zones rurales, où la créature pourrait s'échapper sans être détectée, si je pouvais l'avertir d'une manière ou d'une autre, lui donner une chance de partir avant que la fouille ne commence.
C'était insensé, c'était dangereux, ça pourrait me faire virer ou arrêter, mais je ne pouvais pas rester là sans rien faire. À 4h30 du matin, j'ai pris ma lampe de poche, mon équipement et un sac à dos rempli de fournitures de premiers secours. Gaz, pommade antibiotique, bandage. La créature était blessée à cause de nous. Le moins que je puisse faire était d'essayer de l'aider avant qu'elle ne doive fuir. J'ai conduit jusqu'à un point d'accès différent, un sur le North Side, que je savais ne pas être encore surveillé. La fouille ne devait pas commencer avant 10h. J'avais le temps. La descente dans les tunnels semblait différente cette fois, plus urgente, empreinte d'un but. Je me suis déplacé rapidement à travers les passages familiers, me dirigeant vers la section 7, vers la grotte où j'avais vu la créature 2 fois auparavant. Le soleil commençait à peine à se lever lorsque j'ai atteint le quai de la station Brighton. La lumière matinale filtrait à travers de lointains puits de ventilation, créant de faibles colonnes d'éclairage dans l'obscurité. Je pouvais entendre l'eau goutter, les rats couiner, et au loin, le grondement de la ville qui se réveillait. J'ai traversé le tunnel de maintenance, passé la salle des pompes, descendu le passage en pente jusqu'à la grotte. Mon cœur battait la chamade, et je ne savais pas si la créature serait encore là, si elle se souviendrait de moi, ou si elle m'attaquerait à vue après ce qui s'était passé la veille. La grotte était sombre et silencieuse quand je suis entré. Le nid était toujours là, mais il semblait perturbé, comme si la créature avait fait les 100 pas, agité. Je pouvais sentir l'odeur du sang, le sang de la créature de sa blessure par balle. « Bonjour », ai-je appelé doucement. « Je suis revenu, je suis venu seul, je veux aider. » Pendant un long moment, rien ne s'est passé. Puis, j'ai entendu un mouvement provenant d'un des passages latéraux et la créature a émergé dans le faisceau de ma lampe. Elle avait l'air en plus mauvais état que je ne l'avais craint. La blessure, par balle à son épaule, était enflammée, les poils environnants emmêlés de sang séché. La créature ménageait lourdement ce côté et je pouvais voir qu'elle souffrait considérablement. Mais ses yeux, ils se sont fixés sur moi avec un mélange de lassitude et de ce qui aurait pu être de l'espoir. J'ai lentement enlevé mon sac à dos et je l'ai tenu en l'air. J'ai apporté du matériel médical. Je veux aider avec cette blessure et je dois vous avertir, des gens arrivent, beaucoup de gens, des gens armés. Ils vont fouiller ces tunnels et ils vont essayer de vous capturer ou de vous tuer. La créature m'a regardé pendant que je parlais et j'ai eu la nette impression qu'elle comprenait, au moins partiellement. Elle avait probablement appris à lire le langage corporel humain au cours des années qu'elle avait passées sous la ville. J'ai fait un pas en avant, puis un autre, me déplaçant lentement et délibérément. Puis-je regarder votre épaule ? La créature a hésité, puis s'est approchée, s'abaissant en position assise, ce qui a ramené sa tête massive à peu près à mon niveau de près. Je pouvais voir l'intelligence dans ses traits, l'âge et la sagesse qui semblaient en émaner. Ce n'était pas juste un primate inconnu, c'était quelque chose de spécial, de rare. J'ai examiné la blessure par balle aussi soigneusement que possible. La balle avait traversé le muscle sans toucher l'os, un coup de chance. Mais la plaie montrait déjà des signes d'infection, les bords rouges et enflés. « Ça va faire mal », ai-je prévenu, en ouvrant ma trousse de premier secours. J'ai nettoyé la plaie aussi doucement que possible avec de l'eau en bouteille et des lingettes antiseptiques. La créature s'est tendue, mais n'a pas reculé, ne faisant que de petits bruits d'inconfort. Cette vocalisation basse et grondante que j'avais déjà entendue quand j'ai appliqué la pommade antibiotique et commencé à panser l'épaule, enroulant de la gaze autour de ce bras massif, la créature a regardé mes mains avec une curiosité évidente. « Vous devez partir », ai-je dit en travaillant. « Ces tunnels ne sont plus sûrs pour vous. Mais j'ai étudié les cartes et je pense que certaines de ces grottes sont connectées à des passages qui mènent au nord, loin de la ville. Si vous suivez les cours d'eau souterrains, vous pourriez être capable de parcourir des kilomètres sans jamais remonter à la surface. » J'ai fini de fixer le bandage et je me suis reculé.
La créature a levé son bras valide et a doucement touché le pansement, le testant. Puis, elle m'a regardé avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. « Je suis désolé », ai-je dit, et je le pensais de tout mon cœur. « Je suis désolé que nous ayons envahi votre maison. Je suis désolé que vous ayez été blessé. Vous méritez mieux que ça. » La créature a émis un son, cette même vocalisation musicale que j'avais entendue lors de notre première rencontre, mais plus douce, plus triste. Puis elle a tendu une main massive et a touché mon visage. Sa paume, rugueuse, mais étonnamment douce. Le geste n'a duré qu'un instant, mais j'y ai senti de la reconnaissance, du pardon, peut-être même de la gratitude. Puis elle s'est levée, se déplaçant avec précaution à cause de son épaule blessée, et a commencé à rassembler des objets de son nid. Une couverture usée, quelques emballages de nourriture qui contenaient encore des restes. Elle faisait ses bagages, se préparant à quitter sa maison. Je l'ai aidée à rassembler ce qu'elle pouvait transporter. Et ensemble, nous avons marché jusqu'au fond de la grotte, où les passages les plus profonds menaient dans l'obscurité. La créature s'est arrêtée à l'entrée d'un tunnel particulièrement grand, un qui descendait dans la terre, suivant le son de l'eau courante. Elle m'a regardé une dernière fois, et j'ai levé la main en guise d'adieu, le même geste qu'elle m'avait fait lors de notre première rencontre. La créature a levé sa main également, imitant le geste, puis elle s'est retournée et a disparu dans l'obscurité, s'enfonçant plus profondément dans la terre, loin de la ville et des humains qui l'avaient chassée de sa maison. Je suis resté là longtemps, écoutant les bruits de ses mouvements s'estomper, le clapotis de l'eau lorsqu'elle est entrée dans le cours d'eau souterrain. Puis je suis retourné à travers les tunnels, je suis remonté à la surface et j'ai émergé dans la lumière du matin d'un monde qui venait de devenir un peu moins mystérieux. La fouille de la ville a commencé à 10 heures, exactement comme prévu. J'ai rejoint l'équipe en tant qu'observateur, mon rôle étant officiellement limité car j'étais considéré comme trop proche de l'incident. Ils ont fouillé chaque centimètre du réseau de tunnels, chaque branche, chaque chambre. Ils ont trouvé la grotte, trouvé le nid, trouvé les empreintes et les preuves que quelque chose avait vécu là. Mais ils n'ont pas trouvé la créature. On dirait que quoi que ce soit, ça a déguerpi, a dit l'expert de la faune du département des ressources naturelles de l'Ohio, en examinant le nid abandonné, probablement effrayé par la confrontation d'hier. Ces animaux, quoi que ce soit, ne sont pas stupides, ils savaient qu'on reviendrait. Ils ont scellé la plupart des points d'accès après ça, installant de nouvelles grilles et serrures, affichant des panneaux d'avertissement. L'histoire s'est calmée après une semaine ou deux, devenant juste un autre chapitre étrange de l'histoire du métro abandonné de Cincinnati. Un mystère qui serait débattu par les théoriciens du complot et les amateurs de cryptozoologie pendant des années. Kyle s'est complètement remis, bien qu'il n'ait aucun souvenir de la rencontre dans la grotte. La blessure à la tête avait effacé ses dernières minutes. L'officier Morrison s'est également remis. Bien qu'il ait demandé un travail de bureau après ça, il m'a dit une fois, à voix basse, qu'il faisait des cauchemars à propos de ses yeux le fixant dans l'obscurité. L'officier Chen a quitté la police 6 mois plus tard. Aux dernières nouvelles, elle avait déménagé au Colorado et travaillait comme garde forestier. Elle m'a envoyé une carte postale une fois qui disait simplement « Certaines choses sont mieux à l'état sauvage ». Carl a pris sa retraite 1 an après l'incident, et à sa fête de départ, après quelques bières, il m'a pris à part. « Tu l'as aidé à s'échapper, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé. « Ce matin-là, avant la fouille. » Je n'ai pas répondu directement. « Est-ce que ça a de l'importance ?» « Non, a-t-il dit après un moment. « Non, je suppose que non. J'en suis content, en fait. Cette créature, quoi que ce soit, méritait d'être libre. » Je suis resté au département des transports pendant encore 5 ans avant de prendre ma retraite en 2003. Je ne suis jamais retourné dans cette grotte. Je n'ai jamais cherché de signe de l'endroit où la créature aurait pu aller. Certains mystères, j'ai appris, sont mieux laissés non résolus. Mais parfois, tard dans la nuit, je pense à ces cours d'eau souterrains et à ces réseaux de grottes
qui s'étendent sur des kilomètres sous l'Ohio, se connectant de manière que nous n'avons jamais entièrement cartographiée. Je pense à la facilité avec laquelle quelque chose de grand et d'intelligent pourrait les traverser sans être détecté, trouver de nouveaux endroits où vivre, loin de l'interférence humaine. Et je pense à ses yeux me regardant avec compréhension, à ce contact doux sur mon visage, à cet adieu de la main d'une créature qui n'était pas censée exister. Ma fille Michelle a 30 ans maintenant. Elle travaille comme biologiste de la faune pour le National Park Service dans l'État de Washington, ironiquement dans le pays du Bigfoot. Nous nous parlons au téléphone tous les dimanches. Et une fois, il y a quelques années, je lui ai raconté toute l'histoire. Pendant plusieurs heures, elle est restée silencieuse longtemps après que j'ai fini. Puis elle a dit « Papa, tu penses qu'il y en a d'autres, quelque part ?»« Je ne sais pas, » lui ai-je dit honnêtement, « mais je l'espère. J'espère que cette créature a trouvé d'autres comme elle, quelque part au fond de la terre où les humains ne vont pas. J'espère qu'elle a eu une longue vie, en sécurité et libre. Moi aussi, a-t-elle dit doucement. J'ai 67 ans maintenant, et cette rencontre dans les tunnels sous Cincinnati a eu lieu il y a 27 ans. Je n'en parle pas beaucoup. La plupart des gens ne me croiraient pas de toute façon, et ça me va. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me croie. Je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai vécu, et je sais qu'un matin de septembre 1998, j'ai aidé à sauver quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui existait dans les espaces entre notre compréhension du monde, quelque chose qui méritait protection et respect plutôt que peur et violence. Les tunnels de métro abandonnés sont toujours là sous Cincinnati, toujours scellés, toujours oubliés par la plupart de la ville au-dessus. Et parfois, je me demande si une autre créature comme celle que j'ai rencontrée n'a pas trouvé son chemin jusqu'à eux, n'a pas élu domicile dans ces espaces sombres, n'a pas appris à survivre dans le monde souterrain sous nos pieds. J'espère que non. Honnêtement, j'espère qu'ils ont appris à se tenir à l'écart des villes, des humains, du danger que nous représentons. Mais si l'un d'eux est là, caché dans l'obscurité, vivant tranquillement dans les espaces que nous avons oubliés, eh bien, j'espère qu'il reste en sécurité. J'espère qu'il reste caché. Parce que certaines choses, j'ai appris, sont destinées à rester des mystères. Certaines créatures méritent d'exister au-delà de nos connaissances, au-delà de notre contrôle, au-delà de notre besoin de cataloguer et d'expliquer tout ce que nous rencontrons. Et je suis reconnaissant, plus reconnaissant que je ne peux l'exprimer, d'avoir eu la chance d'aider l'un d'eux à s'échapper, de lui rendre la liberté et le mystère qui n'aurait jamais dû être menacé. Voilà mon histoire. Voilà ce qui s'est passé en septembre 1998, sous les rues de Cincinnati, dans les tunnels abandonnés où une créature qui ne devrait pas exister a élu domicile pendant un certain temps, avant de partir pour un endroit plus sûr, plus sauvage, un endroit où nous ne la trouverons jamais. Et c'est exactement comme ça que ça doit être.